Il faut de tout pour faire un monde, mais il faut surtout commencer par les bases. Aujourd'hui, on va poser les fondations d'un monde imaginaire et d'abord, on va se poser une question essentielle. Qu'est-ce que le world building et comment ça marche ? Et si on apprenait à construire un univers ? Ici, on parle outils, astuces et stratégies pour donner vie à nos mondes intérieurs. Bienvenue dans la boîte à outils de la World Buildeuse, au cœur du chantier de l'imaginaire. Dans ce podcast, je vais surtout parler d'écriture de romans. Mais le world building concerne aussi le cinéma, les séries, la bande dessinée, les jeux vidéo ou encore le jeu de rôle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va définir ce qu'est le world building et à quoi il sert. Je vous raconterai aussi pourquoi j'ai créé ce podcast. Et en fin d'épisode, vous assisterez à la naissance d'un univers imaginaire créé tout spécialement pour la world buildeuse. Pour préparer cet épisode, j'ai un peu échangé avec vous sur les réseaux sociaux. Résultat, les autrices et le world building, c'est souvent une relation compliquée. On adore en faire, mais on peut vite se laisser déborder. 2 autrices m'ont d'ailleurs partagé leur expérience et ce qu'elles disent montre bien cette variété d'approches. D'abord, Sandrine Alibaud, alias alizane.rêve sur Insta. Elle a écrit une duologie de science-fiction intitulée Silned et elle nous dit « Je ne sais pas où me situer. Selon les romans, soit j'anticipe tout au niveau des lieux et des systèmes dans les détails, soit j'improvise au fil de l'écriture. Je n'ai jamais la même méthode. Souvent, on se prend trop la tête sur la préparation sans jamais écrire l'histoire. » Ah, ça c'est très vrai et je pense qu'il faudra consacrer un épisode entier aux manières de débloquer ce problème. Ensuite, Océane, alias Ocean's Writing sur Insta, qui est autrice d'une dystopie young adult intitulée Edenium et qui nous explique. Pour moi, le world building, c'est la base avant même de commencer à écrire. C'est tout ce qui est sous l'iceberg et qui permet de construire l'histoire. Je crois que le terme iceberg est tout à fait approprié pour désigner ce world building qui nous paraît parfois insurmontable. Merci Sandrine et Océane. Je dois dire que je me reconnais dans vos 2 points de vue. Et après ce préambule, commençons par définir le world building. Petit disclaimer, puisque c'est l'épisode inaugural, je me dois de citer de grands classiques. Mais je vous rassure, dans ce podcast, j'aurai à cœur d'équilibrer les références avec des œuvres plus diverses, moins connues ou récemment publiées. Le mot anglais world building signifie construction de monde. Il y aura beaucoup d'anglicismes dans ce podcast et j'en suis désolée, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le terme world building est employé depuis les années 1960 dans la science-fiction et la fantasy. Au cours de mes recherches, j'ai aussi trouvé l'expression world making, fabrication de monde, ou bien univers fictionnel, monde secondaire, ou encore lore, L-O-R-E. Le lore, c'est un mot anglo-saxon qui se traduit par savoir et qui désigne, dans le cas de l'imaginaire, l'arrière-plan fictif ou le contexte qui sous-tend une histoire. Mais à mon avis, les termes univers fictionnel, monde secondaire et lore sont le résultat du world building plutôt que le world building en lui-même. Le world building, en fait, ce n'est pas qu'un décor, c'est un processus qui permet d'élaborer un monde inventé avec une cohérence interne. Ça peut passer par des cartes géographiques imaginaires, l'invention d'espèces surnaturelles, de langues, de systèmes de magie ou encore de technologies complexes, pour ne donner que quelques exemples. Quand on pense au world building, on imagine souvent des univers très riches et étendus. À tout seigneur, tout honneur, parlons tout de suite de l'exemple le mieux connu, l'incontournable Tolkien. Ce professeur britannique qui enseignait les langues à Oxford a œuvré à l'élaboration de la Terre du Milieu des années 1920 aux années 1960. Alors il n'utilisait pas le mot world building, qui n'était pas encore employé à son époque, mais il distinguait le monde réel, qu'il nommait primary world, soit monde primaire, et le monde secondaire, secondary world, celui qui vit dans l'esprit de l'auteur. Tolkien s'est tellement passionné pour cet univers qu'il a inventé une géographie, des langues, des peuples, une mythologie et une histoire pour lui donner vie. Ses romans, Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit ou bien le Silmarillion ne sont qu'une partie de ce monde immense qui les dépasse. Et d'ailleurs, Tolkien a eu une influence énorme sur la fantasy par la suite, au point qu'on aboutit parfois à des clichés. Quartiers innombrables, langues aussi fictives qu'impraticables, grands elfes magnifiques et immortels, ou bien nains barbus et ronchons, toujours la hache à la main. Mais ne nous laissons pas impressionner. On peut très bien créer un bon world building minimaliste mais efficace, surtout dans les romans courts ou les nouvelles, qui sont des formes plus expérimentales d'écriture. L'idée est d'esquisser suffisamment l'univers pour raconter une histoire, mais sans se perdre dans les détails.
C'est souvent l'occasion de tester des idées très originales qui seraient compliquées à soutenir sur la durée. C'est justement le cas de Soma, un petit roman écrit par Florian Soulas, paru en 2025 aux éditions Robert Laffont. Soma est un récit court d'anticipation centré sur Risa, une cyborg chez qui le corps humain et la technologie ont fusionné. L'action se déroule dans Neo Lutetia, un Paris futuriste esquissé à grands traits. Pas de plan précis de la ville, rien sur son histoire, mais quelques éléments évocateurs comme le quartier de Mécathédrale. Dans Neo Lutetia, les humains deviennent accros à la réalité virtuelle, connectent leurs cerveaux et les fusionnent avec des modules d'intelligence artificielle ou bien remplacent leurs bras par une prothèse sophistiquée en guise d'armement. Mais ces innovations aggravent les inégalités sociales. C'est la raison pour laquelle un groupe de femmes rebelles crée l'Enclave, un espace dissident dont le but est de porter secours à d'autres femmes et de concevoir des technologies plus douces et réellement utiles à toutes et tous. En 160 pages, grâce à quelques éléments bien choisis et évocateurs, Florian Soulas fait apparaître tout un univers sous nos yeux. Le worldbuilding est bien calibré à l'échelle du récit et permet de raconter l'histoire de Risa, tout en soulevant des questions sur les évolutions de notre société. Vous l'aurez compris, le but du world building est de créer un monde cohérent avec ses logiques et ses propres écosystèmes naturels et sociaux. Je me répète, mais ce n'est pas un simple décor. C'est un élément clé du récit imaginaire puisque les caractéristiques de ce monde vont entraîner des accidents, des tensions ou des contraintes, ce qui va permettre de forger des arcs narratifs. Comme le disait Océane, c'est tout ce qui est sous l'iceberg et qui permet de construire l'histoire. Prenons un autre grand classique. Le cycle de Dune. L'auteur américain Frank Herbert a écrit ce cycle de science-fiction entre les années 1960 et les années 1980. Son worldbuilding mêle écologie, politique et religion. Il part d'une planète, Arrakis, qui est presque totalement dépourvue d'eau, mais qui dispose d'une ressource exclusive aux propriétés extraordinaires, l'épice. Or, la difficulté à se procurer de l'eau ainsi que la convoitise suscitée par l'épice vont avoir de réelles conséquences géopolitiques, culturelles et religieuses que l'on va suivre à travers la famille Atréide et le peuple Fremen. Dans Dune, l'histoire s'adosse solidement au worldbuilding. C'est sans doute pour cette raison qu'on s'efforce de soigner le worldbuilding dans les genres de l'imaginaire, en faisant des recherches, en se documentant, en réfléchissant à ce que chaque élément introduit dans l'univers fictif peut générer comme conséquence. Mais à l'inverse, comme le rappelait Sandrine au début, il faut aussi savoir revenir à ce qui est essentiel, raconter une histoire. C'est un équilibre que je trouve délicat à maintenir et je crois que nous sommes plusieurs dans ce cas. En résumé, on peut dire que la qualité du worldbuilding ne repose pas sur sa densité. Il peut être minimaliste comme dans Soma ou maximaliste comme chez Tolkien. En revanche, un bon worldbuilding doit être cohérent et surtout, il est toujours au service d'une histoire à raconter. Il donne naissance au récit et le nourrit. Maintenant qu'on a défini le worldbuilding, on va passer aux raisons qui m'ont donné envie de faire ce podcast. Depuis mon enfance, j'ai toujours adoré me plonger dans des mondes inventés ou imaginer mes propres univers. J'ai encore des cahiers où, adolescente, je dessinais des cartes, des costumes et où j'imaginais l'histoire de peuples entiers dans un joyeux mélange de références de pop culture des années 90-2000. Quand j'ai commencé à écrire mes premières vraies histoires, je me suis rendu compte que le worldbuilding est un processus complexe, surtout quand on veut le mettre au service de la narration. Avec les années, en développant mon propre univers, Périsphère, mais aussi en lisant et en me documentant, j'ai petit à petit construit ma vision de ce qu'est le worldbuilding et je continue activement de me former pour progresser. Il existe plusieurs podcasts excellents sur le worldbuilding, mais ils sont tous américains. Il faut dire que les littératures de l'imaginaire ont longtemps été mieux reconnues dans le monde anglo-saxon qu'en France, et ce n'est pas un hasard s'il y a tant d'anglicismes dans le vocabulaire de la fantasy et de la science-fiction. Ça traduit simplement une tradition, un trait culturel. En France, les non-initiés ont pu estimer que la science-fiction et la fantasy ne sont pas sérieuses, pas de bonne qualité, ou qu'elles sont destinées aux enfants. Voire, pour certains, destinées aux enfants, donc pas sérieuses et de mauvaise qualité. Pourtant, l'imaginaire francophone regorge de pépites, de récits magnifiques, percutants ou hors normes, pour la jeunesse aussi bien que pour les adultes. Heureusement, ce regard évolue. Je pense que le cinéma et les séries ont beaucoup contribué à familiariser le grand public avec la fantasy et la science-fiction, qui sont des genres à gros potentiel spectaculaire. À côté de ça, il faut saluer le travail des autoristes de talent et celui des maisons d'édition spécialisées comme La Talente, La Volte, Aux Forges de Vulcain ou encore Argile,
pour n'en citer que quelques-unes, qui sont reconnues pour la qualité de leur catalogue. Il y a aussi des festivals incontournables comme les Imaginales à Épinal ou les Utopiales à Nantes. Il faut aussi citer le remarquable travail d'Elbakin.net depuis 25 ans et qui soutient le podcast Procrastination, podcast que je vous recommande 1000 fois tellement il est précieux pour les gens qui écrivent. Alors à mon modeste niveau, j'ai eu envie de créer un podcast qui soit à la fois une boîte à outils et un espace de réflexion sur le world building. D'abord parce que ça m'aide à progresser et parce qu'il n'existe pas beaucoup de ressources francophones sur le sujet. Inventer un univers, ça demande des compétences, de la curiosité, de l'ouverture et une capacité à toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Et surtout, au-delà de la technique, inventer un univers, c'est aussi repenser notre propre monde, le mettre en question, pousser à leur extrême certaines logiques pour en dénoncer les conséquences possibles, ou au contraire élaborer des réalités différentes qui ne laissent pas la place aux violences ou aux inégalités, afin d'offrir des alternatives dans l'espace mental collectif. Concrètement, dans ce podcast, je vous propose 3 formats. La boîte à outils de la World Buildeuse. Ce sera une série d'épisodes pratiques sur des méthodes et des outils pour nourrir l'inspiration et mieux gérer le world building, avec des sujets comme les mood boards, les cartes géographiques ou encore les bases de données. Les mondes de la World Buildeuse. Des épisodes plus longs et documentés, parfois à plusieurs voix, où on réfléchira sur des sujets de fond liés à l'imaginaire et au world building. Par exemple, la place de la nature et des autres animaux, les fanfictions, ou bien les mondes imaginaires inventés pendant l'enfance. Et comme mon credo c'est lire, lire, lire et encore lire, le 3e format ce sera les lectures de la World Buildeuse. L'occasion de faire un bilan régulier de mes lectures, que ce soit des nouveautés ou des classiques. On pourra échanger dessus si vous les avez lus, à moins qu'elles ne rejoignent votre pile de livres à lire. Enfin, ce podcast se veut interactif. Vos questions, vos réflexions et vos retours sont les très bienvenus. D'ailleurs, si un thème vous tient particulièrement à cœur et que vous voulez venir en parler ici, je vous invite à me faire signe. Vous pouvez utiliser les commentaires, Instagram ou encore passer par le site web de la World Buildeuse où vous retrouverez un formulaire de contact et une synthèse des contenus de ce podcast. Tous les liens sont en description. Pour finir, je vous propose dès à présent d'inaugurer un petit exercice que j'ai appelé l'atelier de la World Buildeuse. Dans ce podcast, on va construire un monde imaginaire, épisode après épisode. C'est une idée que j'ai empruntée au podcast américain World Building for Masochists, que je vous recommande si vous parlez anglais parce qu'il est vraiment très très bien. Alors pour ce premier épisode, on va jeter les bases de notre univers et on va commencer simplement avec une planète similaire à la Terre. Mais on va dire que cette planète possède 3 lunes, parce que c'est joli. 3 lunes dans le ciel, même à différentes phases, ça fait des nuits beaucoup plus claires et de nombreuses éclipses et des ciels spectaculaires. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais vous vous rappelez que le world building, c'est aussi penser aux implications des choix qu'on fait. Alors on peut se dire que ces 3 lunes sont juste décoratives, mais en réalité, elles peuvent aussi changer beaucoup de choses. En plus des nuits très lumineuses et des éclipses fréquentes, elles peuvent générer des super marées. Et donc, ça va conditionner les espèces et les populations qui vivent sur cette planète. Par exemple, puisque la mer grignote les côtes, on peut imaginer que de nombreuses marées hautes favorisent l'érosion. Alors peut-être que sur cette planète, il n'y a pas de gros continents, mais une multitude d'îles, plus ou moins grandes d'ailleurs. On peut même imaginer que certaines populations vivent sur les océans et se déplacent dans des villes-bateaux. Peut-être que ce nomadisme marin, c'est la norme et qu'il reste juste quelques rares populations sédentaires qui vivent sur des îles. Et voilà, en partant d'éléments cosmiques et écologiques, j'ai déjà commencé à esquisser des traits civilisationnels. L'idée, c'est pas de créer un monde ultra réaliste, on est dans l'imaginaire après tout, mais de se laisser la possibilité, en creusant un peu, de parvenir à un récit fouillé et original. Grâce à ma planète à 3 lunes, je peux inventer des conflits ou des alliances entre les nomades des mers et les sédentaires des îles, conflits ou alliances qui peuvent s'intensifier quand survient une méga marée légendaire annoncée par des éclipses. Bref, le world building est directement appliqué à l'histoire. Et pour finir, j'ai pas trouvé de nom pour cette planète, donc si vous avez des idées, je suis preneuse. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour la suite du podcast. C'était la boîte
boîte à outils de la World Buildeuse. Si cet épisode vous a plu, une note magique, un partage sur le marché des gobelins et un petit mot à vos amis elfes, centaures ou sorcières feront voyager ce podcast dans tous vos univers.